Marc Méganc. Bonsoir et Bonsoir. bienvenue dans la boîte. C'est au cœur des rues pavées de Bruxelles que réside une âme passionnée, vibrant au rythme des mots et des pierres chargées d'histoire. Marc Méganc, tu transcendes le simple rôle d'écrivain pour devenir un conteur de récits enfoui dans le recoin de la ville, un archéologue des émotions et des trésors dissimulés sous les fondations de bistrots de quartier. Ton histoire littéraire prend son envol avec un roman aux deux doigts coupe-fin, Génération Raider, en 2007. Un livre à lire au mois de mars, au chaud dans cette basket, que dis-je, dans ses sneakers. C'est mon ami Milky qui me l'a dit, il m'a dit que le Twix final était génial, car oui, je l'avoue, je ne l'ai pas lu, mais Milky, ouais. Et depuis, ton imagination a enrichi les étagères des librairies de plus d'une trentaine d'ouvrages, naviguant entre fiction et récits documentaires. Des instants fugaces du quotidien aux errances urbaines, en passant par les mystères des cafés bruxellois, les pages des livres dévoilent un pan captivant de l'histoire du patrimoine de la ville qui t'a vu naître. Parmi tes créations les plus marquantes figure une série de romans policiers mettant en scène le personnage de Van Crouch. Non, je ne viens pas d'écraser un cafard. Van Crouch est le nom d'un chômeur de longue durée, se transformant en détective privé. Marc nous plonge ainsi dans les méandres de ruelles sombres de Bruxelles où les crimes et le mystère se mêlent à la vie quotidienne. Ton attachement envers Bruxelles est d'ailleurs récompensé en 2019 par le Manneken Prix du livre sur Bruxelles, un roman, un prix sur lequel on ne pisse pas. Avec une trentaine d'ouvrages, tout horizon confondu, comment ne pas t'avoir connu plus tôt? Le hasard a décidé de te mettre sur un de tes romans sur ma route et c'est tant mieux. C'est en 2022 que j'ai eu le privilège de découvrir une de tes œuvres, Marc, alors que je n'avais plus que 3 minutes pour trouver un dernier roman dans le cadre de la campagne Lisez-vous le Belge. Je suis tombé sur Le jour où mon père n'a plus le dernier mot. Je cherchais un livre pour ados, une couverture mal vue, un titre mal compris et une quatrième mal lue m'a convaincu de ce titre pour ce thème. Et patatras, bien que ce fût pas le livre attendu, ce roman s'est révélé être une découverte marquante. Ton écriture incisive et précise décrit avec finesse les paysages, les voyages et les émotions, comme si chaque phrase était dessinée par un artiste. Un an plus tard, c'est à Talarté EBF, sous couverture, que tu as présenté Vers Atlantique, un roman aux multiples assorts de couleurs. J'aimerais en dire un peu trop, mais tu es ici pour en parler tout autant. Marc Méganc, ce soir est donc le jour où ton père n'aura plus de dernier mot. Ce soir, la parole t'est donnée et où nous faisons ta plus belle rencontre, maintenant à 20h30, quelques heures avant la nuit. Entre une vie belge 2 fois par an, que ce soit Port-au-Persil ou Bœuf Bourguignon, au fil des pages, on se régale. Tu pourrais nous parler des vacances, de la lunette que tu utilises pour viser les vacanciers avant de crier « J'irai tirer sur vos tongs !» Mais ce soir, nous partons pas vers la plage, mais vers Atlantique. Je vais finir cette présentation beaucoup trop longue, car une fois la chronique terminée, après nous, les nuages passent, mais les anges, non. Je vois qu'il est l'heure, Fred nous attend, et comme tu le dis si bien, Marc, si tu m'attends, je vais changer ta vie, alors changeons d'avis. Et ce soir, présentons du belge. Marc Méganc, que ce soit au rouge, au jaune ou pourpre, ou toute autre couleur, en 2 romans, tu es devenu, à mes yeux, un des auteurs incontournables de la scène littéraire belge. C'est pourquoi j'avais envie de t'inviter ici et de te faire découvrir à tous les curieux et les autres. Marc Méganc, bienvenue dans la boîte et lisez du belge, bordel. C'est bon pour les voyages, parce que les voyages, c'est la santé. Santé. Alors Marc, une petite présentation a été Eh bien, faite. Est-ce eh bien, que je... merci beaucoup. Et Ben, je vois avec grand plaisir. que tous mes titres de livres, ils sont passés plus ou moins dans le Oui, il y en a désordre. une trentaine. Je ne les ai pas tous faits, C'était sympa, ouais. mais je me Ouais, suis c'est chouette. amusé, effectivement. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors Marc, je t'ai présenté succinctement, mais comment se présenterait Marc à l'ensemble de l'auditorium ici présent? Alors Marc, ben voilà, au quotidien, je suis historien.
Je travaille dans l'archéologie, en fait, à Bruxelles, hein. Donc tu as un peu évoqué ça dans ta présentation. Donc voilà, je travaille en région bruxelloise pour le département d'archéologie. Et donc, en tant qu'historien, voilà, je fais des recherches sur toutes les trouvailles, toutes les découvertes qu'on a pu réaliser. Et donc, ça va de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un métier voilà, très passionnant qui me permet de toucher à toutes les périodes. Et donc, mes collègues au quotidien sont des archéologues. Et moi, je leur fournis donc les données historiques, comme ça, qui leur permettent d'aller plus loin dans leurs investigations. Donc, ça, c'est un volet, hein, mon travail d'historien. Et en parallèle, je suis donc auteur de romans, de nouvelles, d'essais. Voilà, donc j'aime bien toucher un peu à tous les genres. Donc ça me permet voilà, de déguiser l'écriture. Hein. Donc l'historien et l'écrivain se servent l'un de l'autre voilà, pour évoluer, pour apprendre. Et donc voilà, je peux puiser certaines choses dans mon métier d'historien pour créer par exemple des paysages ou des ambiances. Et l'inverse est vrai aussi avec l'écrivain qui peut utiliser parfois des éléments voilà, plus ou moins historiques ou anciens pour planter le décor. Donc voilà, donc un spectre un peu large. J'espère que ça répond à ta Ouais, question. ouais, Donc, ouais. Alors, Marc, quel est ton principal défaut? oh, Ouf. principal défaut, j'en ai plusieurs, mais voilà, je suis parfois râleur, mais donc quand les Un bon choses bruit. tournent pas assez rond, ouais, râleur, mais voilà, donc peut-être Et qu'est-ce que celui-là. tu aimerais atteindre? Quel est le rêve qui te Ah, motive? la zénitude, le calme absolu, la sérénité, mais voilà, vu tout ce que je fais, tout ça, parfois j'ai tendance à multiplier les projets, et donc un peu de stress, donc voilà, ce serait un peu de C'est ça. arriver à plus de calme, plus de zen, quoi. Et ton état d'esprit actuel, quel est-il? Oh, tout va bien, je suis plutôt positif en ce moment, donc Allez, très bien. Si on pas devait de bouderie en vue, quoi. super. Si on devait te demander ta devise favorite, celle qui t'anime au quotidien. Ah, mais ne jamais abandonner, ne jamais rien lâcher. Donc voilà, quand on s'est fixé un objectif, quelle que soit la route et les difficultés, je pense faut tout mettre en œuvre pour y aller, quoi. Il faut continuer, et même si c'est compliqué, il faut persévérer. Voilà, ne pas abandonner. Alors, on va faire un petit portrait avant de commencer à parler de Vers Atlantique, ton deuxième roman chez F. Deville. Alors, Marc, si tu étais une carte postale, laquelle serait-il? Quel serait le paysage, par exemple? Une carte postale, mais je vais être assez basique. Je vais prendre une de ces vieilles cartes postales de la mer du Nord. Voilà. En noir et blanc. Voilà. Non, non, pas forcément. Plutôt des couleurs un peu délavées, années 60, 70, comme ça. Voilà, la mer du Nord, on va dire en Belgique par exemple, avec, Facile. avec une digue et des barres d'immeubles un peu moches, mais l'horizon ouvert et beau et tentateur, quoi. Donc un peu cette digue. Avouez tous que dans le chat, vous le voyez, ce paysage. Ouais, 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 Nickel. donc un peu le paysage de l'enfance, quoi. Voilà, un peu moche côté digue et magnifique côté large. Est-ce que on comprendra pourquoi après, mais si tu devais faire un dernier voyage en avion, tu irais où? Ah, mais là, dans le roman dont on va parler, évidemment, le narrateur s'en va aux Açores. Mais un dernier voyage, c'est vrai qu'il y a encore un continent que je connais très mal, c'est l'Amérique. Et donc peut-être que je ferai un saut en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. J'irai par là-bas. Je connais un peu le Canada, mais voilà, sans doute que j'irai dans ce coin. Alors, tu écris beaucoup de livres, mais si tu étais une BD, tu serais quoi? Une BD. Par exemple, moi j'aime bien les Lewis Trondheim, en fait. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais qui est aussi assez touche à tout dans ses personnages, ses histoires. Donc les aventures de Lapino, etc. Dragon, Donjon, pardon.
Donjons Dragons, et puis ces petits riens aussi qui sont super chouettes. Donc voilà, donc ce serait une BD de Lewis Trondheim. Voilà, j'aurais pu inspirer Lewis Trondheim pour une histoire, ce serait drôle, ce serait sympa. Ah. Et on va voir si tu connais bien tes livres. Si tu étais un personnage d'un de tes romans, de tes nouvelles, Mm. euh, lequel serais-tu? Tu peux en être plusieurs. Ouais, mais c'est vrai que voilà, je suis un peu dans tout. Enfin, mes romans les plus personnels, on va dire, c'est moi, mais c'est pas moi. Donc, peut-être dans le jour où mon père n'a plus le dernier mot. Voilà, je suis un peu ce gars-là. Ah oui. Mais si tu m'attends, je vais changer ta vie aussi. Il y a un peu de moi. Voilà, j'aime bien jouer à cache-cache, hein, dans mes romans. Je livre des choses, j'en cache d'autres, j'en exagère certaines. J'en dissimule beaucoup. Donc je suis partout, mais nulle part à la fois. Hmm. Quand tu dis le personnage du jour où mon père n'a plus eu le dernier mot, au début ou à la fin? J'en Ah dévoile pas plus. Mais c'est le même. Mais disons qu'à la fin, il est un peu plus dur, un peu plus violent. Il Mais prend ses voilà, aises. il s'amplifie. Je t'avoue que j'ai un faible pour ce personnage-ci. Oui, 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 j'irai Ouais, tirer sur mon tongue. ouais, je l'aime bien. Si vous aimez les pédicures, c'est pour vous. Gino. Alors, la question la plus importante que tout le monde se pose, celle où finalement tu risques d'être jugé parmi toutes celles-ci. Oui, Fred, avant de faire poser la question, je Ouais, Ah non, t'écoute. je j'ai te vu qu'il y laissais avait. finir en vrai, Ok, complètement. Marc, là, cette question est très importante. Quelle sauce sur les frites? Mayonnaise, très, très simple. Ou Brésil parfois. Mais bon, voilà. Faites maison la mayonnaise ou pas? Non, je suis pas très sauce, mais j'adore cuisiner, mais les sauces, je suis pas D'accord. fan, quoi. Parce que la En dernière fait, j'ai fois, jamais, j'ai jamais essayé, en fait. Brigitte Guilbault avait dit mayonnaise aussi, et je crois que c'est un talent chez les auteurs. C'est peut-être la mayonnaise le Non, secret, hein, finalement. non, non, mais je ne fais pas les sauces. Je les mange, Oui, et mais puis. c'est très bien, tu as raison. Tu as raison. Fred, Mais écoutez, déjà pour dire bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints, parce que c'est important, salut Agrippine, salut Christophe. Au passage, merci beaucoup Stéphane Chamac qui regarde ton troisième stream consécutif et qui remporte des points. Attraction Duty, merci pour l'abonnement avec Prime, 21 mois d'abonnement, ça soutient évidemment tout ce qu'on fait, donc avec Prime, n'hésitez pas, c'est gratuit au passage. Agrippine, déjà 10 streams consécutifs, merci beaucoup et bienvenue. Alors, une chose, c'est beaucoup, beaucoup de remerciements pour toi, le belge Kili, pour cette intro incroyable. Les gens saluent ton immense talent et on veut le voir par écrit pour voir les titres des livres de Marc. Et puis la vraie question pour toi, Marc, c'est est-ce que c'est facile pour un historien de raconter des histoires? Ah, bah, c'est deux. La tournure est sympa. Mais oui, bah, je vais peut-être faire une petite parenthèse en répondant, c'est que souvent l'historien et l'écrivain se sont chamaillés dans ma tête. Donc parfois maintenant ils sont en paix, ils s'accordent, mais souvent j'ai eu du mal à me situer. Est-ce que j'étais plutôt historien, plutôt écrivain? Et maintenant les deux ont enfin fusionné, donc notamment avec certains essais, certains textes. Donc je peux enfin me dire que voilà, oui, j'ai ces deux casquettes et c'est pas du tout mal. Mais est-ce que j'ai du mal à écrire des histoires? Non, ça vient relativement vite. En fait, j'aime bien observer notre quotidien. Je suis un grand observateur de notre société, et donc que ce soit au bistrot, dans les transports en commun, en marchant dans la ville. Donc je capte un peu tout, je suis un peu une éponge, et donc ouais, j'aime bien observer les gens, les écouter, et puis souvent de là viennent des idées pour une nouvelle, un micro-roman, où ça nourrit des personnages sur lesquels je suis en train de travailler. Donc voilà. Donc c'est pas très très compliqué, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai un objectif, il faut voilà, travailler, garder cet objectif en point de mire, et donc les histoires se construisent petit à petit avec ce que je capte au quotidien, quoi. Merci.
nous dit le chat. Avec Alors, plaisir. Marc, on va commencer à parler de vers Atlantique. Alors, la Mhm. question peut-être la plus compliquée pour quelqu'un qui l'a écrit, peux-tu nous pitcher le roman pour ceux qui ne le connaissent pas? Ah oui, il y a moyen, hein. Mais donc on se passe, voilà, ça se passe en 2035, voilà, c'est le roman en question. Et donc, voilà, on connaît un peu les gros soucis qu'on a avec le climat en ce moment. Donc 2035, c'est pas très très loin d'aujourd'hui, hein, c'est même demain. Et donc, voilà, c'est un peu une dystopie où j'ai imaginé que les gouvernements de la Terre entière, donc là on voit vraiment que c'est une utopie, se mettent d'accord, deuxième utopie, pour freiner le tourisme de masse et notamment les voyages lointains en avion. Et donc voilà, la possibilité va être offerte à chacun de faire un dernier voyage loin en avion. Et donc ici, le personnage principal du livre, Alex Larsen, lui va choisir les Açores. Et donc les Açores, c'est bon, cet archipel de l'Atlantique coincé entre l'Amérique et l'Europe. Et voilà, il est choisi parce que c'est à ce moment-là encore le dernier archipel complètement vert, un peu épargné encore par la sécheresse, les incendies, le manque d'eau, etc. Et donc il décide de partir là-bas aux Açores, mais contrairement à plein de touristes, il ne prend pas un vol aller-retour, il prend un vol sec, un aller simple, et voilà, finalement il va s'installer là-bas aux Açores. Il a tellement de casseroles en fait sur le continent qu'il n'a plus envie d'y revenir et qu'il veut tout abandonner voilà, sur ce continent. Et donc voilà, il part aux Açores où il va devenir euh, sur l'île de São Miguel jardinier et il va entretenir la route principale qui s'appelle la EN1A1. Et voilà, là débute vraiment le roman. Et dans ce roman, il fera une rencontre qui va peut-être le changer. Donc voilà, mais ça, il faut le lire. Tout à fait. Et je vous invite à le lire, sincèrement. Les paysages sont superbes et décrits avec brio. Vraiment. Euh, on en a parlé d'ailleurs il y a l'année dernière, fin d'année dernière, dans une chronique, ici même, dans la boîte. Je vous invite à aller la revoir, que ce soit sur YouTube ou autre, sur le site de Fred. Alors, tu parlais d'une dystopie. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas dire que ce roman, c'est un peu aussi une utopie? Parce que, des gouvernements qui s'accordent, déjà Mhm. qu'en Belgique, on ne sait pas s'accorder sur quelque chose, Mhm. c'est pas chaud. Mais aller quand même dans quelque chose d'un peu utopique, mais en laissant une porte ouverte à la réflexion sur le réchauffement climatique, c'est quand même pas mal. Comment est-ce que tu qualifierais vraiment? Utopique, dystopique? Ouais, il y a vraiment des deux. Bon, utopie, oui, c'est vrai, parce que c'est complètement, enfin, c'est impossible. Enfin, voilà, tout le monde s'accorde sur des choses pareilles. Donc là, c'est pleinement une utopie et dystopique, parce que oui, on n'est pas dans le réel, on est juste à côté, on est aux portes, on est au seuil de cette grande menace climatique, voilà, qui nous concerne tous. Et donc, voilà, je voulais mettre vraiment l'accent là-dessus, sur la proximité du désastre, et peut-être alerter avec un texte, mais qui n'est pas du tout politique ou écologique au sens premier, mais c'était un peu sensibiliser encore un peu plus, peut-être, mais ici avec la fiction, sur ces questions fondamentales, quoi. Est-ce que des politiques sont revenus? Oui, Fred. T'es au taquet, hein, vraiment. Ouais, je suis au taquet Ah, là. s'il apparaît, tout s'arrête. Bam! Et non, mais Christophe Tabar nous dit c'est un peu ce que propose Jean-Claude Yankovici, la limitation des voyages en avion. Du coup, bah, je sais pas si toi tu as un avis ou c'était vraiment un contexte pour utiliser, voilà, pour placer l'histoire, ou bien voilà. Est-ce que, et dans le chat vous, est-ce que vous êtes pour ou contre cette limitation des voyages en avion, pour dans le contexte écologique dont on est en train de parler là tout de suite? Mais alors, euh, je pense que voilà, la limitation des voyages en avion, finalement, c'est une goutte d'eau dans le débat, hein. On sait qu'il y a beaucoup plus de pollution avec les industries et tout ça. Donc voilà,
c'est une facette, mais effectivement, c'était une manière de propulser mon héros loin du continent et dans les îles. Voilà, les îles, c'est quelque chose que j'adore. Et donc, voilà, c'était un peu un propos à double tranchant, quoi. Donc, voilà, mettre l'accent sur ce côté climatique, mais aussi, voilà, envoyer loin mon personnage pour lui faire vivre des choses fabuleuses, quoi. Donc, Alors, est-ce que des politiques te sont revenus en disant, mais oui, cette idée, elle est géniale, on va essayer de la proposer, ou alors pas du tout? non, pas du tout. Enfin, j'ai pas eu de retour de. Mais voilà, les gens, globalement, les lecteurs trouvent ça chouette comme idée, mais je pense que personne n'est prêt à sacrifier ses Hmm. vacances en Grèce, en Turquie ou je ne sais où pour ça, hein. Donc donc c'est pour ça que c'est une utopie aussi. Donc il y a pas que les gouvernements qui doivent s'accorder, il y a aussi Je suis d'accord. les particuliers et tout le monde. Voilà. Ah non, je vais pas annuler mes vacances à Bali Ouais. ou, aux Antilles parce que on doit soucier de ce qui va advenir dans 20, 30 ou 50 ans. Donc, Est-ce qu'on peut... il y a un côté égoïste aussi là, derrière. Ouais, c'est vrai. Ouais. En même temps, l'égoïsme, c'est quand on pense pas à moi. Voilà. Euh, Est-ce que on pourrait qualifier Vers Atlantique d'un roman coloré? Je prends un exemple. Au fur et à mesure, hein. Je prends un exemple très simple. Au départ, on a un univers le monde de d'Alex Larsen, pardon, très sombre. Et Mhm. petit à petit, quand il commence à revivre pour aller justement aux Açores, un roman, un lieu très vert. Est-ce qu'on peut qualifier justement que ce roman est coloré? Oui, c'est vrai. Enfin, je l'ai pas vu tout à fait comme ça, mais c'est vrai que dans le déroulement, c'est vrai donc il abandonne. Bon, il y a sa mère qui est emportée par la maladie d'Alzheimer. Il vient de rompre avec sa copine fauve. Il est viré du ministère où il travaillait. Donc, son père, il a jamais vraiment connu. Donc, son univers est assez, assez sombre et donc assez terne. Et donc, effectivement, là, il est projeté aux Açores, qui est un petit paradis encore sur Terre, très verdoyant, avec une végétation luxuriante, des fleurs partout, des hortensias le long des routes, euh, bleu, mauve, rose. Donc il est vraiment dans un endroit assez paradisiaque. Et donc c'est vrai qu'il passe voilà, d'une grisaille continentale à une explosion de couleurs comme ça dans les îles, aux Açores. Et alors il y a aussi ce côté vert, hein, vert qui est plutôt la couleur de l'espoir et aussi de la jeunesse. Et effectivement, il va rencontrer un petit garçon, Guillermo, de 8 ans, avec qui il va commencer à faire un herbier. Et donc, ils vont commencer tous les deux à s'approprier la végétation et la flore très riche de cette île de Sao Miguel. Et donc, ça va les souder de réaliser cet herbier. Et donc voilà, là on est aussi dans le vert, mais l'explosion de couleurs, et donc c'est vrai, c'est une bonne analyse, merci. Je n'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, je suis fort, je suis fort. Euh, j'ai relevé aussi une chose, c'est que dans ce roman, le monde d'Alex s'écroule. Au fur et à mesure, sa maman est atteinte d'Alzheimer, son papa n'a jamais connu, comme tu l'as dit, il a rompu avec Fauve, rien ne va. Est-ce que finalement, ce dernier voyage, c'est pas un renouveau où justement la grisaille du quotidien devient complètement verte et que ça, il renaît finalement? Est-ce que c'est pas un Ouais. renouveau pour notre héros et qu'il Si, puisse si, enfin revivre, vivre simplement? mais exactement, mais au départ, en fait, c'est une fuite. En fait, il s'en fout, il veut plus rien savoir, et voilà. Et finalement, effectivement, cette vie dans les Açores, en tant que jardinier, au contact permanent de la nature, euh, lui permet d'oublier l'homme qu'il était. Et donc, il y a vraiment un renouveau chez Alex Larsen. Et c'est vrai qu'il devient finalement quelqu'un d'autre. Et donc, il va pratiquer une vie très, très différente, loin de la frénésie du continent. Il va commencer à apprécier la lenteur, la contemplation des paysages, voilà, les petites choses anodines du quotidien. Donc, il y a vraiment une sorte de transformation, c'est vrai, chez ce personnage. Alors, tu nous as évoqué l'herbier
qu'il fait avec Guillermo, finalement, Mhm. un lien qu'il fait, mais une personne qui habite en pleine ville, au bord du bitume, pourquoi est-ce qu'il vient faire un herbier avec ce jeune homme qui connaît à peine? Mais voilà, donc je le dis au départ, donc Alex Larsen va aux Açores, au début il vit comme un touriste. Rapidement il a trouvé un job pour subvenir à ses besoins, puisqu'il compte rester aux Açores. Il y a une place qui se libère comme jardinier, et donc il intègre une équipe de 10 gars qui désherbent et qui entretiennent la route, les bas-côtés de la route tout au long de l'année, de la journée. Donc un travail assez fastidieux. Et donc là, il est au contact permanent de cette nature, notamment de ces hortensias omniprésents, ces grosses boules bleues, roses. Et en parallèle, dans le village où il s'est installé, le soir, après le travail, quand il va se baigner dans l'océan Atlantique, voilà, il a observé qu'il y avait un petit garçon qui était un peu délaissé des autres enfants du village, et il se rend compte vite en fait qu'il est muet et que en fait il a été abandonné par ses parents et qu'il vit seul avec sa grand-mère dans le village. Et voilà, il est mis un peu en marge, comme Alex Larsen lui aussi est un peu en marge. Comme il est arrivé aux Açores, il ne connaît pas L'étrange. le portugais, c'est l'étranger, et le petit garçon, c'est l'autre aussi qui est en marge du groupe. Et donc finalement, bon, voilà, ils vont se retrouver régulièrement sur cette digue, plonger ensemble dans l'océan, et faire cet herbier sera une manière pour eux de communiquer. Le petit garçon, il est muet de toute façon, mais voilà, il est portugais, donc une façon de dessiner ses fleurs, ses feuilles, et de faire un collage dans un cahier. Donc c'est une manière de communiquer par des gestes très simples, finalement. Alors, j'ai vu un lien avec un autre de tes romans, à savoir celui-ci, Le jour où mon père n'a plus le dernier mot. La Euh, couverture rouge, peut-être, non? ouais, ouais, ouais. Mais tu parles de relations familiales compliquées dans ce Mhm. livre-là, très compliquées, et tu évoques une relation compliquée dans Vers Atlantique d'Alex avec sa maman, parce que Mhm. finalement la communication n'est pas possible, elle ne le reconnaît plus, enfin bref, et avec un père inconnu, finalement. Euh, Est-ce un sujet qui te tient à cœur de parler de ces relations familiales compliquées Oui, tout à ou fait. bien c'est simplement un lien qui a été fait comme ça? Non, c'est vrai, hein, enfin, beaucoup plus dans le jour où mon père n'a plus le dernier mot. Là, c'est vrai que c'est un. Voilà, il y a C'est une grande violent. part, il y a une grande part de moi, mais bon, ça n'a pas été jusqu'à à la violence qu'on retrouve à la fin du Merci. roman. Mais c'est vrai on a tous des déchirures comme ça dans la vie. Moi, il se trouve qu'elles sont euh, beaucoup familiales. Avec ce roman, c'est vrai que j'ai pu expulser des choses un peu négatives et passer à autre chose, grâce à ce livre notamment. Mais une fois de plus, voilà, c'est pas la réalité, hein, c'est pas toute la vérité. Non, non, Euh, mais la mais c'est vrai vérité ne il y a t'inquiète beaucoup. pas. Voilà, la relation avec mon père était très compliquée et l'écriture a permis voilà, de cautériser certaines plaies. Et alors, c'est vrai que dans Vers Atlantique, il y a la présence de la maman qui est atteinte d'Alzheimer. Ça me, ça me correspond aussi assez évidemment malheureusement. Donc ce sont voilà un écrivain puise un peu dans son vécu et voilà ce sont deux réalités tout à fait exactes. Donc le père ou Dieu à qui je ne me suis jamais vraiment entendu et la maman malade. Oui. Fred, Et du coup, quand on écrit, est-ce que ça a un aspect un peu thérapeutique? Est-ce que c'est un bel outil pour faire la paix avec le passé et avec ce qu'on a connu, d'écrire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont fait ce genre de choses. Tu en parles aussi. Est-ce que c'est un bon moyen de faire la paix avec ce qui t'embête dans le passé ou que tu as vécu, Moi ou qui ne t'embête pas d'ailleurs? je pense que ça aide, mais ça ne résout pas du tout tout le problème, quoi. Donc voilà, ça aide certainement à avancer, mais c'est pas la solution miracle non plus, hein. Il faut pas se dire, ah, voilà, j'ai tel ou tel souci, je vais écrire dessus, et demain je me réveille et tout est fini. Non, absolument pas. Mais c'est vrai que
ça participe à peut-être à écouter plus sa voix intérieure, à un peu relativiser certaines choses. Il y a aussi expulser et puis voilà, avancer quoi. Donc, mais voilà, c'est pas un produit miracle le roman pour se sauver, se sauver. Mais voilà, sur le moment quand ça sort, ça fait du bien quoi. Alors, on est loin du livre historique hein, avec Vers Atlantique. On est vraiment au cœur du roman. Par contre, en tant qu'historien, dans ce livre, quelles sont les recherches que tu as faites pour pouvoir essayer de grappiller un maximum de réalité? Mais bon, déjà, je suis allé sur place 2 fois. J'y retourne bientôt d'ailleurs aux Ah oui, Açores. ça aide. J'y retourne cet été, voilà. Mais donc, c'est un archipel que je connais bien, donc voilà, ça c'est une chose. Mais je me suis pas mal documenté et pour la première fois à ce point sur la végétation, quoi. Donc là, j'ai lu plein de traités même du 19e, du 18e siècle et voilà, de traités de botanique sur la flore. Parce que les Açores ont vraiment cette particularité de rassembler toute la végétation, la flore des 4 coins du globe, en fait, parce que donc Ouais. un archipel portugais, et donc au fil de leur découverte à travers le globe, en fait, ils ont rapporté des plantes d'un peu partout, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, et elles se sont acclimatées aux Açores, et donc parfois avec du nanisme ou du gigantisme, et donc parfois il y a des arbres qu'on retrouve très très petits en Europe, et qu'on retrouve très très grands, voire immenses aux Açores, et l'inverse aussi. Et donc c'est une flore complètement hallucinante. On retrouve les hortensias, par exemple, qu'on retrouve partout Oui. là-bas. C'est une plante asiatique, donc il y a vraiment euh, un mélange comme ça. Donc c'est presque un réservoir mondial de la flore, quoi. Donc d'autant plus, ça a d'autant plus d'importance pour mon propos de jardin vert par rapport au continent qui brûle. Tout à Donc fait. voilà. Et donc voilà, mon métier d'historien m'a permis vraiment d'aller chercher les infos. Euh, voilà, je sais Au bon comment faire endroit. une recherche. Ouais. Est-ce qu'il y a des plantes bananes? Il y a des bananiers aux Açores? Non, mais Non. il y a des ananas. Il y a des ananas. Il y a tout plein d'ananas. Oh. Donc, Eh tout ben, plein. ça te donne envie d'y aller, en Mais tout cas. qui sont dans des serres, en fait, paradoxalement. Donc, ils ne sont pas à l'air libre, mais dans des serres. Ils sont tout petits. Ils sont plus petits que les ananas qu'on trouve ailleurs. Euh, voilà. Donc on en mange plusieurs. Ah. Alors, dans tes romans, tu prends du temps dans tes intrigues. C'est-à-dire que tu crées un socle fort, un début très très fort, pour ensuite finir en beauté. Donc vraiment, tu prends ton temps pour finir en beauté, en finesse et en émotion. Est-ce pour finalement, dans les descriptions très réalistes, contempler les paysages que tu décris et freiner par rapport au quotidien ou comment ça se passe? Pourquoi est-ce que tu écris comme ça? Ah, je sais pas. Mais j'aime bien la précision et oui, des paysages, des décors. C'est important pour moi. Il faut qu'on s'y croit. Ah oui, Enfin, je sais ça qu'il confirme. il y a d'autres romans qui sont beaucoup plus minimalistes sur la question, hein, où c'est plutôt les dialogues ou d'autres choses qui sont mises en avant. Ici, moi, j'essaie d'abord vraiment de construire. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette impression de lenteur, mais vraiment de construire un cocon, construire une île, construire une région, une ville, de la manière la plus précise possible. Et puis après, j'y injecte progressivement les personnages, et puis l'intrigue, et puis alors ça se dénoue comme ça. Mais voilà, planter le décor est capital pour moi. En tout cas, ce livre est à lire. Vous devez le lire si ce n'est pas déjà fait. Que ce soit sur le site de l'éditeur F Deville Édition ou bien chez votre libraire, foncez parce que il est top. Alors, Marc, il nous reste 10 minutes. 10 minutes. Moi, j'ai envie de te demander, et après, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à nous dire? Oui, mais et donc ça va bien avec le Belge qui lit. Ah, pardon, je pensais que c'était une autre question.
Ça, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est bizarre parce que j'ai le même chez moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça se Oui, multiplie. c'est vrai qu'on on parle roman, mais j'ai donc ce recueil de nouvelles qui vient de paraître chez F. de Ville aussi, quelques heures avant la nuit. Et donc c'est voilà, il y a 17 nouvelles. Il y en a déjà quelques-unes qui ont été publiées dans la revue Marginale il y a quelques temps, et plein d'autres qui sont inédites. Et donc c'est voilà, un autre travail que j'aime bien aussi, donc la nouvelle, donc c'est des textes plus concis. Donc là, il faut être beaucoup plus rapide, hein, donc j'ai moins le temps, malheureusement, de planter le décor pendant plusieurs pages, donc il faut aller droit au but. Et ce que j'aime bien avec la nouvelle, c'est l'art qu'il faut avoir de la chute, quoi. Donc voilà, il faut que ça claque au niveau chute dans une nouvelle, puisque tout se dénoue en quelques pages. Dans ce cas-ci, c'est des nouvelles assez courtes, hein, et donc voilà, donc c'est un genre que j'aime bien, mais malheureusement, voilà, on constate qu'en francophonie et dans les librairies, ça marche un peu moins bien, le concept de recueil de nouvelles. Donc ça marche plus dans le monde anglo-saxon, j'ai l'impression. Donc voilà, mais donc c'est un livre que je vous invite à découvrir aussi. Que j'ai reçu aujourd'hui, j'ai été chercher chez le libraire avant cette émission. D'accord, d'accord. Donc, oui, oui. Fred, Merci. Et bah on oui, parle c'est- nouvelles. Bah, nouvelles, on aime bien ici. Hein. Stéphane Chamac qui nous dit: Je sais comment est appréciée la nouvelle en Belgique, mais en France, c'est pas facile de se faire entendre, enfin lire, avec ce genre-là. Quand Ouais. on est auteur, on se dit ce genre de choses avant de commencer à travailler. Parce que il y a une sorte de pari quand même au niveau commercial en tout cas. Ah oui, oui, ben le pari est risqué, hein, je veux dire, pour l'éditeur ici, mais voilà, Deville, il a pris, enfin, il apprécie beaucoup les textes courts et les nouvelles, donc il a lancé une collection qui s'appelle la collection Pourpre. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, quoi. Les nouvelles, c'est quand même quelque chose, c'est un autre rythme, c'est un autre style d'écriture, et on peut écrire une nouvelle comme ça de temps en temps, deux, trois sur le mois, puis plus rien, puis y revenir, et les assembler, en faire des recueils. Moi, je trouve ça toujours quelque chose de très, très, très enrichissant, mais c'est vrai que c'est toujours un frein, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les gens, alors que je trouve que ça colle justement bien à notre quotidien, où on zappe vite, on lit vite un truc sur son téléphone ou dans le tram, machin. Donc, le style pourrait correspondre à notre mode de vie rapide, mais curieusement, ça ne matche pas. En tout cas Et ici, d'ailleurs, mais oui. Europe, oui. Par contre, apparemment, États-Unis, c'est plus apprécié. Ouais, Euh, ouais, ouais. et puis, États-Unis, ça marche différent bien. à écrire, évidemment. Copo nous dit: la nouvelle, c'est bien plus difficile à écrire, bien plus difficile de surprendre le lecteur. Ça apprend la rigueur et la percussion, nous dit Stéphane. Et de très grands noms sont passés par la nouvelle, évidemment. Maupassant, Zweig, Buzzati, Alan Poe, et j'en passe. Il y a une petite question, et puis après, je vous laisse tranquille pour les 5 dernières minutes. Marc, pour les gens qui aimeraient te découvrir, est-ce que tu as un conseil? Par quoi on commence? Parce que le Belge Kili, il a donné mais plein de titres. Est-ce que toi, tu as un conseil pour les gens qui nous écoutent? Euh, Moi, je pense que le meilleur est toujours à venir, et donc j'irai plutôt vers au présent, donc vraiment sur mes derniers livres chez Deville. Donc voilà, vers Atlantique, Le jour où mon père. Et alors les deux petits livres micro-romans dans la collection jaune, J'irai tirer sur votre ongle et la lunette. Moi, je pense qu'il faut commencer par là, parce que voilà, c'est mon style actuel. Je pense, et heureusement, c'est chouette, on évolue tous et notre style évolue. Donc peut-être que mes textes les plus anciens voilà, sont moins en phase avec ce que je suis aujourd'hui, mais ils restent toujours très bien. Mais peut-être commencer par les derniers, ouais. Et, et, pour parler, on parlait de Génération RDR, ben, il ressort en poche au mois de juin, justement, donc mon premier roman de 2007. Donc voilà, peut-être une occasion de découvrir comment j'écrivais quand j'avais 31 ans, pardon. Voilà. Le Twix final est génial. Oui. Euh, Alors, sincèrement, je vous le conseille. Si vous voulez rigoler, si vous voulez voir les vacanciers autrement, J'irai tirer sur vos tongs est génial. Voilà. Moi, j'ai apprécié. C'est un pur moment de plaisir. Lisez-le.
simplement parce que, un, c'est drôle, et deux, c'est 70 pages. Pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est une histoire à part entière. Et j'attends une suite où le héros va en vacances, dans un autre pays. Ouais. Mais Voilà. sans tongs alors, hein, parce que je Ça, il déteste fait le ce bruit qu'il des veut. tongs, c'est insupportable. Il fait ce qu'il veut. Alors, Marc, j'aimerais. Il nous reste. Attends, que je dise pas de bêtises. Il nous reste 5 minutes, sauf si je dis des bêtises, Fred. 3 minutes. 3 minutes. Allez, Alors, 4 parce que c'est Marc. vous. Ah, merci. J'aimerais jouer un petit mot qui est le mot à mot. C'est-à-dire que je vais te donner un mot. À toi de me répondre par un autre mot en l'expliquant brièvement. Oula. On dirait Alors. pyramide. C'est Oui. ça. Si je te dis Je dois histoire, buzzer sur un truc ou non. tu peux. Regarde, tu es au-dessus de moi, tu peux faire, tu Mais peux ouais. buzzer sur ma tête. Si je te dis histoire, Mhm. tu me dirais, Archéologie. ah oui, c'est lié effectivement. Si je te dis voyage, Avion. si je te dis famille, Caput. si je te dis couleur, Bon, on va dire vert. hortensia, Trop. et si je te dis roman. Ah, encore. Ah, merci Marc. Merci pour ce moment. Il nous reste quelques minutes. Alors Marc, je le rappelle, lisez Vers Atlantique, lisez J'irai terrasser sur vos tongs, Le jour où mon père n'a plus le dernier mot, La lunette, bref, chez F de Ville, vous avez tout ce que vous voulez pour passer un très bon moment. Marc, je te laisse le mot de la fin. Tu peux passer un message que tu veux. Je te laisse le temps restant rien que pour toi. Mais voilà. Mais en tout cas, je voulais vous remercier en tout cas pour l'émission ici. Et je voulais quand même faire passer ce petit message. Mais lisez quoi. Donc voilà, moi j'ai un petit garçon, Marius, qui va avoir 10 ans et j'aimerais que les enfants lisent plus. J'ai l'impression que c'est un peu un souci dans les écoles, dans les stages. Voilà. Donc je voudrais vraiment. Voilà. Donc c'est chouette des initiatives comme ça qui encouragent les gens à lire, mais je voudrais que ce soit. Ce serait. On parlait d'utopie tout à l'heure, mais j'aimerais que il y ait un nouvel élan en matière de lecture. C'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais je trouve que ça construit tellement bien la pensée, la critique, et ça permet aussi d'appréhender le monde différemment par la fiction ou l'essai. Et je pense qu'il y a toujours un moment dans la journée qu'on peut trouver pour lire ne fût-ce que quelques pages de n'importe quoi. Mais il faut lire absolument, quoi. Que ce soit dans le tram, aux toilettes, dans son lit. Avaler des pages, tourner des pages, et ça fait du bien pour notamment pour les enfants. J'y tiens beaucoup. Je voudrais qu'on revienne à plus de lecture, plus de livres, et je pense que c'est très très bien pour tout le monde. Merci Marc. Alors justement, tu parlais un conseil pour les enfants à lire. Je vous propose de rebondir sur une de mes actus, puisque le 5 avril, je serai à la Foire du Livre de Bruxelles pour animer une rencontre avec Kevin V à l'espace jeunesse, où on parlera du livre Rêve, un livre entre roman et bande dessinée pour des jeunes, notamment peut-être pour ton fils, puisque des enfants de 8 ans l'ont lu D'accord, et ont adoré. Je t'enverrai les coordonnées de ce livre. C'est avec un plaisir. livre que moi j'ai adoré avec mon âme d'enfant. On le présentera à la Foire du Livre de Bruxelles. Il est sorti en même temps que J'irai tirer sur vos tongs, finalement. Et on le présentera. Et puis, je reviens sur une chose que tu as dit. Lisez. Moi, j'ai envie de vous dire, lisez du belge, bordel. Parce que c'est bon pour la santé. Voilà.